Le coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'historienne Annie Lacroix-Rize. Annie Lacroix-Rize est professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 7. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est à mon humble avis l'une des plus grandes historiennes que nous ayons aujourd'hui en France. C'est une spécialiste de l'histoire de la collaboration économique durant l'occupation. À l'occasion de la sortie en livre de poche augmentée de sa séminale somme, Le choix de la défaite, les élites françaises durant les années 30, elle nous a accordé un long entretien, dont voici la première partie. Vous allez voir que c'est assez vertigineux. Annie Lacroix-Rize va nous parler de ce choix de la défaite qui a été fait par les élites françaises bien avant 1938 et les accords de Munich, bien avant 1933 et l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. C'est quelque chose qui remonte à bien plus loin. Comme quoi, penser le temps long permet de comprendre bien des choses, y compris la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Madame Lacroix-Rize, merci beaucoup de prendre le temps de nous parler. J'ai le plaisir de vous recevoir dans le cadre de la réédition de votre... je ne sais pas si je peux appeler ça votre grande œuvre. Ça fait un petit peu peut-être trop synarque. Mais donc le choix de la défaite, les élites françaises durant les années 30. Et donc j'aurais aimé que vous nous parliez plus particulièrement de la manière dont ces élites françaises ont en fait, alors quasiment depuis le début des années 20, puisque vous le démontrez avec des archives, préparé cette défaite. Alors, préparer cette défaite, évidemment, ça pose une double question. Est-ce qu'était incluse là-dedans la défaite militaire? Enfin, qu'est-ce qu'on appelle défaite? Bon. Je crois qu'il faut revenir au bilan de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire à la victoire théorique française et anglaise, mais qui est une victoire théorique. Alors ça je l'ai démontré, je crois, dans beaucoup d'ouvrages, y compris d'ailleurs le Vatican, l'Europe et le Reich, puisque j'ai montré comment l'action conjuguée du Vatican, de l'Allemagne et des États-Unis avait réduit à peu près à néant l'ampleur de la victoire militaire des Français et des Anglais. Alors, évidemment, on est habitué à faire une catégorisation qui est fausse d'ailleurs, qui est de dire que dans l'immédiate après-guerre, il y a une terrible politique d'exécution, et puis que cette politique d'exécution, c'est-à-dire cette politique d'exécution très sévère de Versailles, c'est-à-dire des accords du 28 juin 1919, très sévère pour l'Allemagne, que cette application donc marque la volonté de la France de profiter au maximum de sa victoire. Je ne vais pas faire le résumé de ce qui est, ma foi, le vieux discours. Je ne peux pas dire d'ailleurs le discours d'aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui on ne se donne pas tant de mal à voir les manuels du secondaire, on ne se donne pas tant de mal pour expliquer la chronologie, mais quoi qu'il en soit, ce qu'on nous a appris, comme moi j'étais à l'école, c'est faux. C'est-à-dire que se contenter du texte de Versailles, très sévère en effet, c'est ignorer ce que sont les vrais dessous de l'histoire. Alors, les vrais dessous de l'histoire, j'en ai fait évidemment le récit plutôt détaillé dans l'ouvrage Le choix de la défaite, et puis dans d'autres ouvrages aussi, c'est-à-dire que il faut savoir qu'avant la Première Guerre mondiale, les relations entre le capital français et le capital allemand sont très profondes, très étroites. Elles sont très étroites pour des raisons
qui se sont consolidés depuis la défaite française de 1870, c'est-à-dire que même s'il y a eu des petites modifications, je vais le dire, dans la répartition du fer, c'est que la sidérurgie française et la sidérurgie allemande ont des relations mutuelles extrêmement importantes, parce que l'Allemagne, certes, qui a acquis du minerai de fer en saisissant la Moselle en 1870, mais l'Allemagne n'a pas assez de minerai de fer, et puis la France en a récupéré, si je puis dire, à partir de 1881, on a découvert, on a mis en exploitation les gisements de la Meurthe-et-Moselle. Tous ces gisements, qui d'ailleurs, comme les gisements de Moselle, avaient fait la fortune de la dynastie Wendel, c'est-à-dire d'une dynastie essentielle, d'une dynastie sidérurgique absolument essentielle depuis le XVIIIe siècle, qui illustre en quelque sorte, j'allais dire, l'alliance entre l'aristocratie et la très grande bourgeoisie, puisque les Wendel, hein, ce sont des nobles dont une partie d'ailleurs a immigré pendant la Révolution, mais bon, voilà, on s'arrange, on revient, etc. Et donc, les relations sont très très étroites. Elles ont été étudiées par des historiens qui étaient des historiens sérieux. Ils étaient plus sérieux d'ailleurs avant leur conversion européenne, qui a, je dirais, fait un peu disparaître les archives devant les nécessités de la propagande. Mais je pense en particulier à Raymond Poitevin, qui a fait une étude des relations financières entre la France et l'Allemagne avant 1914 et qui montre la profondeur de ces relations. C'est extrêmement important de le savoir parce que, évidemment, bon, il se trouve que moi, je suis une historienne de la collaboration économique de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, bon, d'ailleurs très isolée, puisque ça fait à peu près 35 ans que mes collègues disent que la collaboration économique n'existe pas. Mais bon, alors donc j'ai évidemment j'ai fait un très très gros livre. D'abord un gros livre, puis un très gros livre, puis un très très gros livre sur cette collaboration économique qui montrait comment s'étaient organisées les choses et qui amorçait d'ailleurs précisément le livre dont vous avez parlé, c'est-à-dire qui montrait aussi que, ma foi, ces relations de la Deuxième Guerre mondiale ne dataient pas de la Deuxième Guerre mondiale, qu'elles étaient très antérieures. Or, le phénomène de collaboration économique qu'on constate, que j'ai constaté, même si mes collègues sont en désaccord profond avec moi, ce phénomène de collaboration, il reproduit un phénomène de collaboration de la Première Guerre mondiale. Et ça, on le connaît moins bien. J'en ai donné un certain nombre d'éléments dans l'ouvrage qui s'appelle Aux origines du carcan européen, puisque en travaillant sur l'Union européenne, j'ai montré la vraie naissance de l'Union européenne, c'est-à-dire précisément ces relations privilégiées du capital, j'ai dit sidérurgique, il n'y a d'ailleurs pas que le capital sidérurgique, du capital sidérurgique français et allemand. Donc, en fait, sans entrer dans le détail, ce qui a tissé la collaboration économique de la Deuxième Guerre mondiale, elle existe sous la Première. En particulier, je vais donner juste un exemple pour vous montrer à quel point on est en mesure quand même de soupçonner qu'il n'y a pas une politique si dure que ça après Versailles. Les Wendel, qui sont donc installés en Meurthe-et-Moselle, quand il y a invasion allemande, eh bien, le minerai de Briey, il s'arrange pour qu'il soit à la disposition du Reich en guerre. Alors, je sais bien que mon collègue Jeannet a fait un travail, une thèse sur François de Wendel, pour laquelle il fait d'ailleurs plus confiance aux affirmations de François de Wendel qu'aux terribles archives, mais c'est incontestable. Et d'ailleurs, cette collaboration qu'il nie dans son ouvrage sur Wendel, elle a été affirmée, très, très sérieusement affirmée,
en 1919, il y a eu des débats à la Chambre, des députés, des débats extrêmement vifs, certains des députés ayant découvert le poteau rose et dénonçant le poteau rose. Alors, ce que je vous dis pour la sidérurgie est valable évidemment pour d'autres choses, et vous vous imaginez que la chimie n'est pas en dehors, mais on y reviendra peut-être après. Donc, ces relations, elles sont fondamentales, ces relations financières, c'est-à-dire relations industrielles et financières. Hein, je n'entre pas dans le détail, l'ouvrage fournit des tas de détails, mais évidemment que c'est essentiel. Le grand capital français euh, qui exerce le pouvoir, ça lui est pas propre, c'est une donnée générale, c'est d'ailleurs ce que montre cet ouvrage. Ce grand capital français, évidemment, il a eu des ambitions pendant la guerre. Il a d'abord un peu hésité d'ailleurs face à cette guerre, et puis, ma foi, vers la victoire, évidemment, l'appétit lui est devenu plus grand. Parce que vous savez, on met toujours en cause le vilain Clémenceau, cet imbécile nationaliste qui avait les yeux plus gros que le ventre, mais les choses ne se sont pas exactement passées comme ça. La réalité, quand vous travaillez à la fois sur les archives diplomatiques et sur les archives financières, sans oublier les archives militaires, et les archives policières, parce qu'elles sont très précises aussi sur ces questions économiques, vous vous rendez bien compte que ce sont les demandes économiques qui ont fait pression sur les gouvernements français. Même l'irascible Clémenceau qui a l'air de commander à tout le monde. Donc, en fait, le programme français, qui est un programme très ambitieux, incontestablement, hein, en 1918, ou qui semble ambitieux, hein, c'est évidemment de récupérer les territoires perdus en 1870 et par conséquent le bassin de Moselle, et c'est d'essayer, alors quelque chose qui est extrêmement important, et c'est d'essayer de supplanter l'Allemagne, non seulement comme fournisseur d'acier, mais même comme chimiste. Ça, c'est encore plus délicat. Voilà, donc ça fait partie des buts de guerre, tout ça. Hein. Voilà, donc la France, finalement, devrait remplacer l'Allemagne sur les marchés. Une France, je ne l'ai pas dit, mais c'est un des éléments de ces liens extrêmement étroits, la France qui est un gros importateur de charbon. Et la France, bon, j'entre pas dans les détails techniques, mais il y a des détails techniques évidemment qui expliquent à la fin du 19e siècle l'intérêt du très bon charbon de la Roure, du coq de la Roure, puisque on se met à coquéfier enfin on utilise ce type de charbon pour le mêler au fer et faire de l'acier. Et donc la France, d'abord, elle n'a pas assez de charbon. Hein, elle produit à peu près la moitié de sa consommation de charbon. Elle a deux gros approvisionneurs, c'est l'Angleterre et l'Allemagne. Bon, et évidemment, la France, le capital français espère avoir des rapports avantageux du fait de sa victoire, mais on voit bien quels liens se sont tissés, pour ne parler que de la sidérurgie, c'est-à-dire un lien permanent entre le charbon allemand et le fer français. Il a résisté à la Première Guerre mondiale, il résiste à Versailles. Et il faut y ajouter autre chose, c'est ce que j'examine aussi de façon assez approfondie aux origines du carcan européen, qui est paru chez Delga. Il y a la chimie. On a, pendant la guerre, dans tous les pays impérialistes, je dirais l'Allemagne exceptée, parce que l'Allemagne avait acquis une supériorité en matière de chimie lourde, de chimie du chlore absolument gigantesque. Hein. L'Allemagne représentait à peu près 90%
du commerce mondial de ces produits chimiques. Donc, il faut bien savoir qu'avant 1914, la chimie de tous les partenaires de l'Allemagne, elle est faible. C'est la Première Guerre mondiale qui permet aux contribuables, à l'État, mais via le contribuable, de financer entièrement une chimie lourde. C'est comme ça d'ailleurs que se constitue la chimie lourde française, entièrement sur fond d'État, qui va bénéficier à la société Kuhlmann, laquelle, au terme de la guerre, obtient gratis pro deo toutes les installations que l'État et le contribuable ont financées pendant la guerre. Mais, on vient de voir, on vient de parler de ces relations sidérurgiques qui avaient résisté à la guerre. Il faut parler de ces relations chimiques qui se modifient un peu pendant la guerre, puisque la France était entièrement dépendante de l'Allemagne. Elle constitue une chimie lourde. Seulement l'Allemagne a une telle avance, le capital chimique français, allemand, a une telle avance en matière de chimie que qu'est-ce qui se passe discrètement, très peu de temps après Versailles? Eh bien, c'est que on s'arrange, on passe des accords secrets et les principaux responsables de ce qui va être la grande société Kuhlmann, dont Joseph Froissart, qu'on retrouve et combien dans la collaboration chimique de la Deuxième Guerre mondiale, il est un de ceux qui signent avec les sociétés allemandes ces accords secrets qui ne sont pas communiqués à l'État, mais les services de renseignement étant absolument excellents, inutile de vous dire que rien n'a échappé à l'État de ce qui s'est passé en l'occurrence. Rien de rien. Rien. Hein? C'est-à-dire que on passe des accords secrets qui violent d'emblée Versailles. Parce que il y a plusieurs très grandes sociétés chimiques en Allemagne. Hein, il y a déjà une première association, d'ailleurs des trois plus grosses. C'est pas encore l'association de capitaux, c'est une association de type encore commercial, de type encore non accompagnée par la fusion des capitaux. On a déjà, pour ne citer que les plus importantes, Bayer, BASF, Badische Anilin und Soda Fabrik, c'est-à-dire la grande société de Bad de soude et d'aniline, et Hearst. Bon, il y a une première IG Farben en 1904. Bon, et on négocie avec la chimie française, et en particulier avec les hommes de Kuhlmann, ces accords du début des années 20, secrets. Et on voit bien d'emblée que les accords de Versailles n'ont jamais été appliqués sur le plan industriel et financier. Je vais vous donner un seul exemple qui illustrera non pas l'alliance chimique, mais l'alliance sidérurgique. Il se trouve que Versailles attribue entre autres à la France le contrôle sur la Sarre, qui est une zone sidérurgique, charbonnière et sidérurgique de première importance. Or, du capital français en Sarre, il y en avait avant-guerre, il y en avait évidemment pendant la guerre, et on aboutit à quoi après Versailles? Eh bien, en fait, à ce que dans les sociétés communes, la France, qui détenait par exemple, donc dans un certain nombre de sociétés sarroises, 40% du capital, elle passe à 60%. Et vous savez ce qui se produit en 1941? L'inverse. Un accord que j'analyse dans l'industriel et banquier sous l'occupation, un accord en vertu duquel la France repasse à 40 et l'Allemagne à 60. Je ne vais pas insister, je le fais évidemment dans mes livres, mais vous comprenez bien ce que ça signifie. Ça signifie que là, au sommet de la voûte, il y a
ces accords privilégiés franco-allemands, qui sont des accords de capitaux. Bon, donc, il n'y a jamais eu d'application féroce de Versailles. Jamais. Et puis, la France est un pays théoriquement vainqueur, mais on le sait, qui a été un énorme emprunteur, comme les Anglais d'ailleurs, et notamment à l'égard des États-Unis. Donc, ce qu'on ne sait pas du tout, enfin, ce qui est complètement ignoré en France, et malheureusement aussi par beaucoup d'historiens qui s'imaginent que tout a commencé en 1945, en réalité, le grand vainqueur, le premier vainqueur de la Première Guerre mondiale, ce ne sont ni les Anglais ni les Français, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis, pourquoi? Parce que ils ont eu un rôle militaire nul, mais ils ont eu un rôle financier absolument gigantesque. Gigantesque. C'est-à-dire que, il faut le savoir d'ailleurs, parce que l'Allemagne va devenir un énorme emprunteur auprès des États-Unis. Mais après-guerre, l'Allemagne et l'Autriche, les empires centraux, ont préparé leur guerre, je dirais, avec beaucoup de soin. C'est-à-dire que ces empires centraux n'ont pas été dépendants de l'extérieur. Ils n'ont pas eu à emprunter. Qui a emprunté? Qui avait assez mal préparé la guerre, la première fois comme la deuxième? Les Anglais et les Français, sans oublier les autres, les Belges, etc. Bon. Qui? Donc, ces pays ont emprunté. L'Allemagne sort, je dirais, sans dette, mais avec des relations particulières avec les États-Unis dont je vais parler. Et la France et l'Angleterre sortent de la guerre avec une dépendance à l'égard des États-Unis qui est monstrueuse, qui a été d'ailleurs soulignée par un ambassadeur, ma foi, qui est resté longtemps aux États-Unis, qui montre bien d'ailleurs ce qu'est le rôle des ambassadeurs, qui sont des rapporteurs lucides, quels que soient leurs préjugés, mais finalement qui s'accommodent, même quand ils trouvent que la politique de leur État n'est pas correctement menée. Jules Jusserand, qui reste en poste aux États-Unis de 1902 oui, 1902 à 24, donc vous voyez, il a passé le temps, il passe la guerre, à dire oh là là, mais on emprunte, on est fou, on emprunte sans compter aux États-Unis, on va faire de Wilson le décideur, il dit l'arbitre, mais c'est clair dans ses courriers que mais il n'est pas seulement arbitre, il va décider du sort de la guerre, et on va remettre notre sort et le sort de l'Europe à Wilson, c'est-à-dire aux États-Unis. Alors intervient un deuxième élément. Et je n'ai pas le temps de vous parler de l'Angleterre, hein, qui est une vedette de un des éléments de mon dernier livre, mais ça remonte, ce rôle cet affaiblissement de l'Angleterre, évidemment, est très antérieur à la Deuxième Guerre mondiale. Je vais juste parler de la France et des États-Unis. Donc la France, elle a des relations particulières avec l'Allemagne. Elle a des relations de plus en plus particulières, si j'ose dire, avec les États-Unis débiteurs. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle paie sa dette. Et on va tout de suite comprendre, les États-Unis n'ont aucun intérêt, je dirais même ils ont un intérêt contraire, ils n'ont aucun intérêt à ce que leurs rivaux, car ce sont des rivaux, anglais et français, tirent parti de leur victoire militaire. Non seulement aucun intérêt, mais ça contrevient au leur. Alors qu'est-ce qu'ils font, les États-Unis? Les États-Unis, ils enfourchent une véritable croisade contre les réparations. Parce que vous comprenez bien le problème, je ne suis pas en train de dire que je ne suis en train de justifier rien du tout. Comme historienne, je ne justifie ni ne condamne jamais rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis ont contracté avec l'Allemagne des relations encore plus profondes
que les autres pays avec l'Allemagne. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais les relations de capitaux sont déjà extrêmement fortes. Les États-Unis ont un programme mondial qui ne date pas de la guerre de 14, mais qui prend tout à fait, qui prend une autre dimension à partir de la Première Guerre mondiale. Il faut le savoir, hein, ça. C'est-à-dire qu'un impérialisme dominant, hein, je renvoie à la définition de l'impérialisme telle qu'elle a été donnée avant 1914, hein, que Lénine a reprise, mais Lénine l'a reprise, je dirais, dans une situation de consensus avec des économistes qui n'étaient pas tous marxistes. Hein. C'est-à-dire qu'on a une émergence à partir des années 90 d'un énorme impérialisme, énorme, hein, qui, en 1890, accède au rôle de premier producteur du monde, industriel, et qui a des appétits sans limite. C'est-à-dire, je suis le plus gros, je ne partage pas. Et tout ce que je peux avaler, je l'avale. C'est-à-dire que je veux la Chine, je veux tout. Je veux l'Europe, puisque j'ai la force. Et que j'ai chez moi une surproduction à la fois industrielle et agricole d'ailleurs, hein, une surproduction gigantesque et une surproduction de capitaux. C'est-à-dire que je domine l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, mais ça ne suffit pas aux appétits, à la puissance de mon capital, il faut que je sorte. Donc les États-Unis, le gros prêteur, ils arrivent aux négociations de Paris, évidemment, avec un programme qui est entièrement antagonique avec le programme français. Je dis, je laisse de côté l'Angleterre. Hein. Il y aurait beaucoup à dire, mais je laisse de côté. Donc, ils arrivent là, et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on leur paye les dettes de guerre. Mais ils veulent pas du tout de réparation. Parce que si les vainqueurs militaires obtiennent des réparations, c'est-à-dire si l'Allemagne paie, comme on l'a juré aux Français, l'Allemagne paiera, hein, tout ira bien, a-t-on dit à la population française, vous allez voir, ce sera un temps de prospérité, on est vainqueur, l'Allemagne paiera. Si l'Allemagne paie, Allemagne avec laquelle les États-Unis ont l'intention d'établir des relations encore plus profondes, eh bien, si l'Allemagne paie, vous allez avoir le thème de particulièrement mauvaise foi, mais qui a une signification, selon lequel, non mais on voudrait pas quand même que les États-Unis financent les réparations pour que ça aille dans la poche des rivaux. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les États-Unis, de réparations, ils n'ont pas besoin. La guerre mondiale ne les a pas détruits. Elle les a enrichis. Ils ont juste besoin de s'installer en Europe. Plus qu'ils n'étaient installés. Car ils l'étaient déjà un peu, hein, quand même. Mais beaucoup plus. Et quel est le pays qui va permettre aux États-Unis de s'installer vraiment en Europe? C'est-à-dire un pays dont le capitalisme est de même type que le leur, qui est aussi concentré, qui s'est constitué, d'ailleurs, j'allais dire, dans les mêmes délais, hein, comme impérialisme. Ils ont besoin de l'Allemagne. Alors, bien entendu, ils vont profiter la première comme la deuxième fois du coup sur la tête qu'a infligé à l'Allemagne la défaite militaire, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont renoncer à ce qui a été une alliance, une vraie alliance. Parce que, alors voyons, on nous raconte n'importe quoi, voilà, c'est parce que le pauvre idéaliste Wilson, voilà, qui voulait une Europe prospère et pacifique, avait ces magnifiques projets qui ont été condamnés par les républicains, voilà, ils ont abandonné l'Europe, ils sont devenus isolationnistes, enfin, ça, c'est entièrement faux. Donc les États-Unis veulent naturellement s'appuyer sur l'Allemagne en contractant avec elle de nouvelles associations de capitaux,
Ils veulent participer à ce qui va être forcément l'essor économique d'une Allemagne, il faut le rappeler, d'ailleurs, qui n'a subi aucune destruction. Aucune. Hein. L'inflation délirante de la guerre, c'est pas la destruction de l'appareil productif, hein, comme chez ceux qui ont été envahis. Donc, les États-Unis veulent absolument développer leur assise en Allemagne. Donc, pas de réparation. Et qui décide parmi eux, enfin, qui des Américains décide qu'il n'y aura pas de réparation? Naturellement, les financiers qui ont très largement prêté à l'Allemagne, aux Français et aux Anglais, c'est-à-dire le camp financier de l'Est qui a fini par choisir les belligérants occidentaux parce que c'était des payeurs et qu'il fallait bien quand même avoir la garantie qu'ils paieraient leurs dettes. C'est pour ça que les États-Unis s'engagent théoriquement dans la guerre en avril 1917. Hein. Le premier soldat, il met le pied en Europe en mars 1918, c'est-à-dire quand l'affaire sur le plan militaire est pliée. Bon, d'ailleurs, vous voyez, c'est intéressant. C'est une des caractéristiques semblables de la Deuxième Guerre mondiale, parce que les deux guerres mondiales, ce qu'on ne sait pas, vu la destruction de la formation historique en France, les deux guerres mondiales se ressemblent d'une manière absolument extraordinaire. Donc, il s'agit, bien entendu, de faire payer la dette, mais de ne pas peser, évidemment. Pourquoi payer la dette? Ça, c'est évident. Hein. Et qui vient faire payer la dette? Qui va venir faire payer la dette? Et qui va s'opposer mordicus aux réparations? Ben, les financiers, les représentants des financiers. Et dans la délégation américaine qui s'installe à la faveur de la conférence de Paris, qui on trouve? On trouve bien entendu ces banquiers de l'Est, et parmi eux, ces banquiers, ces financiers, et parmi eux, John Foster Dulles et même Holland Dulles, son petit frère, qui représente des porteurs de parts, et alors qui se caractérise par la véritable guérilla, comme tous leurs semblables américains, qu'ils mènent à Paris. Hein. Donc, vous êtes bien gentils, les réparations, nous, on n'en veut pas. Mais vous nous paierez les dettes de guerre. Bon, alors, nous avons déjà, dans la non-application du traité de Versailles, un élément franco-allemand. Nous avons désormais un élément franco-américain. C'est-à-dire, vous allez me payer votre dette, mais des réparations, vous pouvez toujours courir pour les toucher. C'est ça l'histoire de l'entre-deux-guerres, sur le plan financier. C'est ça. Vous savez bien, nous vivons aujourd'hui dans une situation où ça n'est pas entièrement neuf.